Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, le personal branding. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment une personne physique peut vendre à travers son entreprise, sa marque, sa propre image? On fera le point avec Géraldine Galindo, professeure en RH à l'école ESCP. Elle est notre invitée. Un jeune, une solution. Chaque semaine, une entreprise qui s'engage pour l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, le directeur général du groupe Rolik, il sera avec nous pour en parler. Et puis dans le cercle RH, un grand entretien avec Gaspard Koenig, un intellectuel inclassable, philosophe, écrivain. Il défend la liberté dans tous les sens du terme et il est candidat à l'élection présidentielle. Il nous parlera bien de son programme et de cette bureaucratie administrative qui étouffe les entreprises. Il est notre invité dans le cercle RH. Et puis pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi, recrutement avec GoJob, la première plateforme d'intérim 100% digitale. On en parle avec son directeur général. Ce sera à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, et on va parler d'un sujet, vous en avez forcément entendu parler sans peut-être connaître la définition exacte, le personal branding. J'ai essayé de mettre l'accent et on va en parler avec Géraldine Galindo. Bonjour Géraldine. Bonjour. Professeure en RH et management à l'ESCP et tout à fait. Auteur d'un livre chez Duno, le personal branding. Pourquoi et comment en faire un atout professionnel? Alors d'abord, commençons par le début parce que c'est pas si simple. Tout le monde croit savoir et ne sait pas. Qu'est-ce que la définition du personal branding? Alors, on peut trouver plusieurs définitions de cette expression, personal branding, mais nous, dans notre ouvrage, on a décidé de définir cette expression comme étant une démarche stratégique qui vise à créer et à contrôler l'impression donnée aux autres. Donc, le personal branding pourrait être vu comme étant une démarche très égocentrée et, en définitive, suppose de réfléchir aux interactions que l'on peut avoir avec les autres et aux signaux que l'on veut donner aussi aux autres. Juste un tout petit mot, parce qu'après on va rentrer sur la déclinaison et l'utilisation de l'outil du personal branding, mais ça vient d'où ce concept-là et finalement son application? Alors, ça vient d'où? Alors, ça vient d'abord de différents courants théoriques, sociologiques, philosophiques, mais aussi gestionnaires, puisque l'on connaît depuis très longtemps le fait que tout individu est un être socialisé, qui peut avoir de multiples identités, qui va être constamment dans une posture de réflexivité et qui va essayer de donner du sens à ses actions. Donc, on a beaucoup de courants théoriques, de l'interactionnisme symbolique, du management des impressions, qui donnaient déjà des indices de ce personal branding. Mais ce terme est né aux États-Unis en 1997. Donc, il est venu agréger... C'est précis, c'est 97. Exactement. Donc, il y a un auteur, donc Tom Peters, qui le premier a écrit dans un article de magazine, que chacun d'entre nous devons être les CEO de sa propre marque. Mais il y a un petit côté Warhol dans cette affaire. On est tous une star 10 minutes dans notre vie. Il y a un petit côté comme ça, finalement, dans ce personal branding. Parce qu'on pense que c'est réservé aux stars, aux élites du football, à ceux qui sont très médiatiques. Mais vous dites non, pas forcément. Non, justement, l'idée, c'est de ne pas nécessairement devenir célèbre. L'idée du personal branding, c'est de ne pas être passif par rapport à la réputation que l'on pourrait avoir. Alors aujourd'hui, ce personal branding est indispensable pour chacun d'entre nous. Parce qu'en définitive, on parle de plus en plus de l'employabilité des individus, on parle de plus en plus de l'effacement des frontières entre vie privée, entre vie professionnelle. Oui, on l'a vécu ça, oui. Voilà, de l'effacement aussi des frontières tout court, spatiales, qui nous conduit à avoir des énormes réseaux. Et dans ces réseaux-là, il faut bien être repéré, il faut bien être identifié et différencié. D'où l'intérêt de travailler son personal branding. Donc, ce qui est intéressant dans la proposition que vous nous faites à travers votre ouvrage et votre réflexion, c'est vous balayez un peu l'idée que ce sont des stars, c'est qu'en fait, chaque individu qui possède une communauté peut décider, parce qu'il faut quand même le décider, j'imagine. Comment ça se passe, la gestation? On se dit, tiens, ce matin, je vais faire un peu de personal branding, on se lève, on va en faire. Comment ça s'organise tout cela? Alors, le point de départ peut être pluriel, en définitive. Ça peut débuter par des signaux négatifs que vous avez pu avoir de par vos actions. Cela peut aussi débuter, comme je le fais à l'ESCP, par des démarches volontaires, imposées, en fait, de l'organisation et qui nécessitent que vous ayez à réfléchir à votre personal branding. Alors, l'organisation, ça peut être
une école, l'organisation, ça peut être l'entreprise, qui vous incite à un moment donné à réfléchir à qui vous êtes, quelle est votre identité, du moins l'identité que vous voulez dévoiler aux autres, et qu'est-ce qui pourrait faire votre différence par rapport aux autres. Donc, le point de départ peut être pluriel en définitive, mais la démarche doit toujours s'orienter autour de 3 étapes. La première étape, c'est d'abord se connaître, savoir ce que l'on veut montrer aux autres. Pas simple ça. Bien définir, c'est compliqué. C'est loin d'être évident et surtout cela suppose à un moment donné de se poser. Ouais. Parce que j'ai beaucoup d'individus en face de moi, ça peut être à la fois des étudiants, ça peut être des dirigeants d'entreprise qui me disent mais moi je sais en fait qui je suis. Mais savoir identifier vos 3 valeurs de base suppose à un moment donné de se poser, suppose de déployer un certain nombre d'outils et ensuite d'aller vers la deuxième étape qui est une étape de se faire connaître. Donc il s'agit là aussi de réfléchir à quels sont les canaux que vous choisissez et dans lesquels vous allez investir pour vous faire connaître. Mais alors, se faire connaître, c'est là on arrive à une étape délicate. C'est dangereux de se faire connaître. Parce qu'à la fois, on désire se faire connaître pour 1001 raisons. Alors, je ne sais pas d'ailleurs les motifs que vous avez dans votre livre, mais se faire connaître parce qu'on vend un produit, se faire connaître parce qu'on veut augmenter sa visibilité. Ça sert à quoi de se faire connaître ? Alors, se faire connaître, on peut le lire de différentes manières. Bah oui. En fait. Se faire connaître, ça peut être tout simplement se faire connaître pour avoir un emploi, pour évoluer dans son entreprise. Ça peut être aussi se faire connaître parce qu'on est dirigeant d'une entreprise, on est dirigeant d'une start-up et on veut essayer à la fois de vendre son activité, mais aussi vendre celui ou celle qui va diriger cette activité. Et se faire connaître, ça peut être aussi devenir influenceur. J'ai aussi des anciens étudiants dont l'activité aujourd'hui est justement d'influencer par rapport à qui ils sont et ce qu'ils savent faire également. Alors, une question, parce que en fait, finalement, tout le monde a envie de se jeter dans le personal branding. Tout le monde, à son niveau, que ce soit dans son organisation ou pour parler de lui, pour faire connaître un livre, une idée, un article, devient finalement un peu son propre acteur, l'acteur de sa propre image. Est-ce qu'on n'est pas un peu dépossédé de soi-même ? Est-ce qu'il ne faut pas être un peu vigilant ? Il y a quand même des points de vigilance à avoir là. C'est effectivement l'objet de discussions continuelles avec les personnes qui engagent cette démarche, c'est de se fixer ses propres limites par rapport à cette visibilité. On ne s'appartient plus. Alors non, vous avez le choix de vous appartenir et de continuer à vous appartenir parce que l'idée du personal branding, c'est de maîtriser justement cette impression que vous allez donner aux autres et c'est à vous de fixer vos propres limites par rapport d'abord au dévoilement de soi et ensuite devenir visible. Ça veut pas dire continuellement être présent sur les réseaux sociaux, continuellement poster des choses ou continuellement apparaître par exemple à la télévision. Mais Géraldine Galindo, il va sans dire que cette question et la réflexion que vous menez, 97, Internet existe déjà, ça passe quand même avant tout par le canal numérique, on est d'accord. Là, le personal branding, c'est quand même le numérique qui le propage. Alors, le canal numérique l'a fait exploser, l'a médiatisé. Est-ce qu'avant, on faisait comment ? Article de presse Non, avant, vous vous présentiez déjà physiquement aux autres et quelque part, beaucoup de personnes travaillaient déjà leur personal branding. On jetait une carte de visite, c'est ça le personal branding aussi ? Oui, et en réfléchissant à l'apparence, en réfléchissant à la manière dont vous parliez, vous travailliez déjà auparavant le personal branding. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux rendent quasi incontournables ces démarches de personal branding puisque sur ces réseaux sociaux, il ne s'agit pas simplement, et beaucoup de personnes se trompent par rapport à l'utilisation de ces réseaux sociaux. Ce sont des polémiques. Voilà, il ne s'agit pas simplement de se présenter, d'être dans une identité qu'on peut appeler déclarative. Il s'agit aussi de devenir agissant sur ces réseaux sociaux. Et c'est là où la démarche personal branding va permettre aux personnes d'orienter leurs actions, justement. Donc le conseil que vous donneriez, parce que vous êtes professeur RH Management à l'ESCP, il y a ces étudiants, alors peut-être eux rêvent de devenir des influenceurs ou des youtubeurs vus par des millions de followers, c'est le cas des youtubeurs aujourd'hui. Exactement. Mais il y a des dirigeants qui, eux, quand vous parlez avec eux, vous disent « mais moi je suis un peu de la vieille école, je suis du 20e, pas besoin de me metêtre en avant, ma marque est connue, mon entreprise est connue ». Qu'est-ce que vous leur conseillez à cela ? Ils ont raté le coche. Il y a un petit côté, ils auraient peut-être dû prendre le virage. Ou vous dites, après tout, ils n'ont peut-être pas tort. Alors d'abord, je ne dirais pas que tous les étudiants, par exemple, d'une grande école, ont envie de devenir Non, mais il y a un petit côté, ça fait rêver. Alors, ça fait rêver, mais surtout, ils se rendent compte que c'est une démarche incontournable, ne serait-ce que pour trouver un emploi, ne serait-ce que pour évoluer. Donc déjà... ils sont dedans. Ils sont dedans, mais pas toujours convaincus et pas toujours avertis des différentes étapes et des différentes limites qu'ils peuvent eux-mêmes se poser. Donc, on les aide à sortir de tous ces débats éthiques et personnels. Oui, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Mon image, pas mon image. Mais pour le décideur qui dit, moi, vieille école, pas besoin de me mettre en avant, il fait le mauvais choix ?
Disons que plutôt ce décideur n'a pas conscience que déjà il se met en avant. Il se met en avant. Vous êtes philosophe aussi. On est nécessairement, quand on aborde ce type de démarche, mais nécessairement il se met déjà en avant parce que nécessairement il rentre en interaction avec les autres. Nécessairement il se présente. Nécessairement il interagit dans différents types de cénacles. Donc il a déjà travaillé son personal branding. Et aujourd'hui, un dirigeant qui n'a pas de profil LinkedIn, un dirigeant qui n'apparaît pas du tout dans les réseaux sociaux ou sur les réseaux sociaux, va se priver d'une audience et va se priver aussi potentiellement, tout dirigeant va vouloir recruter. Et donc recruter, c'est aussi vouloir attirer des personnes qui auront envie de travailler avec ceux ou cette dirigeant. Il y a quand même un effet, je prenais le dirigeant du 20e, un peu vieille école, mais il y a quand même aujourd'hui beaucoup de jeunes dirigeants d'entreprises plus ou moins grandes qui se mettent énormément en avant, qui leur sert de marque employeur, quoi. À travers eux, c'est la boîte qu'ils représentent et leur valeur, c'est quand même très utile. C'est extrêmement utile pour attirer, c'est extrêmement utile aussi pour fidéliser, mais c'est pas simplement utile pour les candidats ou pour les futurs salariés, mais c'est aussi utile pour les investisseurs. Vous avez aujourd'hui de plus en plus d'investisseurs qui vont regarder la réputation. On est sur la réputation de ce créateur d'entreprise ou de ce dirigeant. Et même la façon dont il s'exprime, la façon dont il dit les choses, la le posture. Code vestimentaire également qu'il adopte et tous les discours qu'il va déployer sur les réseaux sociaux, à quelle audience il va s'adresser, donc autrement dit, vers quelle activité son entreprise pourrait se développer également. Donc on n'échappe pas aux réseaux sociaux, même quand on veut s'en échapper. Oui, le risque de vouloir s'en échapper, c'est de créer de la suspicion également, de se dire pourquoi... Tiens, il n'est pas là, on ne le voit pas. Voilà, est-ce que cette personne a quelque chose à cacher ou pas? Donc le risque, je dis parfois à des étudiants qui seraient assez réfractaires par rapport à ce personal branding, je dis le risque, c'est qu'on interprète de façon erronée cette absence sur les réseaux sociaux. Même si la personne, elle, a plutôt envie de se protéger, a un peu peur des réseaux sociaux, sans pour autant qu'elle cache quelque chose. Mais ça donne le sentiment qu'elle n'est pas à l'aise, que c'est pas aussi transparent que ça devrait l'être. Et je dirais qu'on est plus protégé quand on maîtrise justement sa présence sur les réseaux sociaux que quand on occulte toute présence sur les réseaux sociaux. Maîtriser, contrôler son image, son vestimentaire, son langage, bref, c'est le personal branding. Allez-y, lisez d'abord le livre de Géraldine Galindo, le personal branding. Co-écrit avec Gaël Copiagne et Gaëlle Népierre. Voilà, exactement, je n'ai pas cité vos deux co-auteurs, édition Duno. Pourquoi et comment en faire un atout professionnel? Voilà, c'est donc pas réservé aux rockstars ou aux personnalités de la chanson. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci à vous. Tout de suite, un jeune, une solution. C'est aussi une forme de personal branding. Vous allez le voir, les entreprises qui s'exposent chaque semaine sur notre antenne pour nous raconter leurs expériences en matière de création d'emplois chez les jeunes à travers la plateforme Un jeune, une solution. C'est tout de suite. Un jeune, une solution, une entreprise chaque semaine qui s'engage pour l'emploi des jeunes. Vous l'aurez compris, évidemment, cette plateforme cartonne, des millions de vues et puis la possibilité bien à la fois de trouver mais aussi de chercher sur cette plateforme. Olivier Rolik est avec nous, directeur général du groupe Rolik, groupe éponyme évidemment, vous l'aurez compris, les termes marins de Saint-Malo pour ceux qui aiment cette région, vous avez forcément croisé ces termes. Olivier, en un mot, ces termes ont une histoire, racontez-nous en quelques mots avant de nous parler des embauches, des créations d'emplois. C'est une histoire de famille, hein? Alors effectivement, oui, les termes marins de Saint-Malo, c'est une entreprise familiale qui est présente dans les métiers de l'hôtellerie-restauration. Donc ça, c'est la création du Grand Hôtel de Paramé en 1880, donc ça remonte à déjà quelques dizaines d'années. Et puis la thalassothérapie et les métiers du bien-être, qui a été créé en 1963 et qui aujourd'hui est un établissement qui attire une clientèle très fidèle et qui met en musique l'orchestre de l'hôtellerie-restauration et des métiers de la santé préventive et du bien-être avec 470 personnes sur le site. Le groupe, plus largement, représente à peu près 900 personnes. Donc, c'est tout un orchestre qui se met en mouvement tous les jours pour apporter du bien aux clients. Oui, voilà. C'est le bien-être. La thalassothérapie, c'est évidemment des moments où on se détend, on se fait du bien. Premier groupe indépendant familial du secteur de la thalassothérapie, je dis bien groupe indépendant puisqu'on l'aura compris, groupe Rolik, c'est le nom que vous portez. Votre sœur est aussi dans le groupe. Vous êtes venu nous parler face caméra parce que j'ai vu qu'il y avait quand même un ADN au sein de votre groupe, majoritairement du CDI, et là vous êtes en recherche évidemment de collaborateurs. Vous faites partie de ceux
qui sur ce plateau ou ailleurs, nous disent on a d'énormes difficultés pour recruter. Alors, je tempérerai un peu, on n'a pas d'énormes difficultés, en tout cas on a un peu plus de difficultés que par le passé, moins de candidats certainement. Pour autant, comme vous le disiez, nous sommes sur un modèle de CDI, donc 95% quasiment de nos équipes sont en CDI. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un métier de la santé préventive, de la thalassothérapie, qui est un modèle de tourisme de compétences, de tourisme de qualité et de tourisme à l'année. Et ça, c'est un élément essentiel dans la façon d'appréhender le modèle économique et social qui lui correspond. C'est-à-dire que les gens qui sont chez nous sont en CDI et pour certains très fidèles depuis longtemps. Hein. J'ai un certain nombre de cadres dans mon entreprise, si ce n'est la plupart, qui ont plus de 30 ans de maison. Donc, cette logique à l'année permet quand même d'avoir une stabilité des équipes. Donc je dirais qu'on ne rencontre pas forcément toutes les difficultés que le tourisme saisonnier a pu rencontrer à la réouverture. Par la pérennité, par le caractère annuel de l'activité, hein, qui n'est pas saisonnier. Quand même, quelles sont vos recherches? Quels sont les emplois que vous proposez et combien d'emplois vous recrutez là dans le groupe? Alors, le groupe, c'est 60 métiers, hein, donc 60 métiers, évidemment, tous les métiers de l'hébergement, les métiers de la restauration, les métiers de l'hydrothérapie marine et de la santé, les métiers de l'esthétique. Si je rentre dans le détail, dans la restauration, ça va être des chocolatiers, des pâtissiers, des boulangers, puisqu'on fait notre pain. Donc, je ne vais pas balayer les 60 métiers, mais il y a une offre assez conséquente. Et je pense une des spécificités de notre entreprise et de notre secteur, c'est qu'on est une entreprise qui forme beaucoup. D'abord, les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et du bien-être et de la santé préventive sont des métiers fabuleux. Je tiens à le dire parce qu'on finit par l'oublier. Ce sont des métiers de contact, des métiers où on prend du plaisir toute la journée, on fait du bien aux gens. Et ça, c'est une vraie satisfaction à la fois des porteurs de projets, mais aussi des équipes. Et donc, on recrute en permanence dans la totalité de ces métiers et on a la possibilité de mettre en œuvre des outils de formation qui sont intéressants, alors qui sont traditionnels dans les métiers de l'hôtellerie-restauration avec des mécanismes d'apprentissage, d'alternance. À l'instant T, on a à peu près une quarantaine d'apprentis dans le groupe qui apprennent le chocolat, la pâtisserie, mais aussi la cuisine, mais aussi les fonctions support, hein, il ne faut pas les oublier. J'ai des apprentis là en e-commerce ou en webmastering. Donc l'hôtellerie-restauration est traditionnellement un pourvoyeur de formation. Et puis les métiers du bien-être et de l'hydrothérapie marine où nous avons depuis maintenant bientôt 40 ans un centre de formation agréé qui s'appelle l'Académie des Thermes, qui est un centre de formation agréé Calliope récemment, et qui nous permet de former nos équipes à nos protocoles de soins. Donc ça, ce sont vraiment des outils intéressants parce que ça peut s'adresser jusqu'à des publics complètement sortis de l'emploi, à qui on donne vraiment une compétence clé qui est valorisable dans un métier de contact avec une vraie compétence. L'hydrothérapie marine est un petit métier, mais c'est un métier très valorisant et on s'est doté en interne des outils de formation pour accompagner les personnes et je crois que cette capacité qu'a l'entreprise à intégrer, à former, on parle d'entreprise inclusive, hein, ça va jusqu'à des situations qui parfois peuvent être un peu délicates, et on arrive à retourner ces situations, et ça je crois que c'est une grande force du rôle de l'entreprise dans la société. Merci Olivier pour toutes ces explications, ce groupe très dynamique, on l'aura compris, avec cette académie, ce centre de formation. Juste avant de nous quitter, pour être précis, parce que vous n'avez pas répondu à ma question, est-ce qu'il y a du recrutement chez vous en ce moment, concrètement ? Complètement. En ce moment, si vous allez sur grouperolic.com, vous allez trouver à peu près une cinquantaine de postes qui sont ouverts dans la soixantaine de métiers que j'ai balayés. D'accord. Donc c'est tout à fait
fait actuel. Il y a des postes ouverts dans le groupe Rolik. Il suffit, j'imagine, d'aller sur l'onglet recrutement et de voir parmi cette palette de métiers, on l'aura compris, de la restauration jusqu'au métier hydromarin pour la Thalasso, évidemment. Merci Olivier Rolik d'avoir répondu à toutes nos questions, de nous avoir fait découvrir l'intérieur de votre groupe Rolik, 850 collaborateurs, les thermes marins de Saint-Malo. Voilà pour les embruns. On fait une courte pause et on va découvrir le cercle RH. C'est un grand entretien dans quelques instants que vous allez découvrir avec Gaspard Koenig. Il est écrivain, il est philosophe, il est un peu inclassable et il vient de se lancer dans l'élection présidentielle. Oui, dans l'élection présidentielle, avec son mouvement simple. Il va tout nous expliquer, puis on le découvrira peut-être un peu mieux encore à l'occasion de ce grand entretien juste après cette pause. Le cercle RH sous forme de grand entretien aujourd'hui avec Gaspard Koenig. Bonjour Gaspard Koenig. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. C'est la première fois, me semble-t-il, que vous venez sur Bismart. Absolument. Et dans l'émission Smart Job, c'est un vrai plaisir. Alors, philosophe, écrivain, j'allais dire inclassable, pas totalement, parce que vous avez créé en 2013 Génération Libre, qui à l'époque avait été classé par l'Université de Pennsylvanie, l'un des think tanks les plus audacieux, les plus intelligents. Vous aviez goûté à la politique, on va en parler avec vous, parce que ça on l'oublie, mais vous aviez goûté à la politique aux législatives, donc vous aimez la politique, et vous êtes, on va bien sûr en parler longuement, candidat à l'élection présidentielle. Presque. Presque. Il vous faut donc les 500 signatures d'élus locaux, mais ça tombe très bien parce que le mouvement que vous lancez qui s'appelle Simple, on va d'ailleurs écouter dans quelques instants un court extrait de votre premier discours au Théâtre des Variétés, j'imagine va toucher au cœur les élus locaux. Alors vous êtes un petit peu en dessous des écrans radars des candidats mainstream qui ont occupé les médias tout le week-end, Zemmour, Mélenchon, avec des images de violence, de bagarre, des mots sur l'universalisme. Vous êtes sur la simplification administrative, on va en parler avec vous, mais juste un tout petit mot quand même sur vous, parce qu'on ne vous connaît pas bien. Comment vous vous classez? Comment vous vous définiriez si vous deviez, vous savez, comme dans les grands débats télévisés, vous avez 1 minute à la fin de 45 minutes de prise de parole. Vous devez dire à ceux qui vous regardent qui je suis. Vous êtes qui, Gaspard Koenig? Je suis écrivain, je suis philosophe, et le rôle d'un philosophe, c'est de se promener dans la cité, de vagabonder. Et ça fait des années que je me promène dans le monde, en France, que je glane un peu les réactions des gens. Et évidemment, au fil de ces promenades, on développe des idées, on conçoit des propositions qu'on a développées donc, au sein de mon think tank. Et puis, à un moment donné, le philosophe qui se balade dans la cité, il a envie aussi que ses idées soient dans l'agora. Et que les gens puissent dire si oui ou non, ils sont d'accord, ce qu'ils en pensent, s'ils veulent les porter, s'ils veulent qu'elles aient du poids. Et ces idées, elles sont fondées sur une idée simple, c'est qu'il faut faire confiance à l'individu. Et c'est que le plus petit échelon est toujours le mieux à même de décider. Donc c'est faire confiance, c'est donner de l'autonomie aux gens, à la petite entreprise, à la collectivité, pour faire au mieux sur son territoire. Et au fond, c'est, quand on prend ça un peu au sérieux, remettre en cause 2 siècles de jacobinisme. Moi, je pense que contrairement à ce qu'on dit... Qui est votre tribune dans les Échos, vous faites des tribunes hebdomadaires dans les Échos, et vous traitez cette question du jacobinisme. Je pense que contrairement à ce qu'on dit, la France est un pays très autoritaire, dans la manière dont est structurée l'école, dans la manière dont est structuré l'État, et que les gens sentent très bien aujourd'hui le poids de cette chape de plomb bureaucratique qui les empêche de vivre tout simplement, et qu'on est un peu à un tournant de civilisation. Est-ce qu'on veut continuer dans un monde de l'ultra-contrôle, de l'ultra-surveillance, ou est-ce qu'on veut quelque part redevenir un peu humain et retrouver une capacité d'initiative, de jugement, de confiance? Voilà. Vous êtes transcourant, transversal, gauche-droite, puisque là on évoque beaucoup Éric Zemmour qui prend des positions sur la souveraineté du pays, sur l'idée qu'on a perdu notre âme et notre identité. Est-ce que ça fait écho au débat que vous portez, ou vous avez l'impression que vous marchez totalement à côté, vous qui aimez marcher, vous balader à cheval, puisqu'on verra votre livre tout à l'heure de cette grande balade à cheval qui retraçait, je crois, le parcours de Montaigne, c'est ça, oui. Qu'il avait fait en 1580. Absolument. Entre Rome et Bordeaux. Comment vous le regardez, cet Éric Zemmour qui, lui, défend la souveraineté, donc finalement disant on doit retrouver une forme d'autonomie et de liberté? Vous vous opposez à ces prises de position? Je pense que c'est justement des derniers grands jacobins. Je pense que c'est quelqu'un de très dangereux qui, s'il se retrouve dans une tradition française, c'est celle d'Édouard Drummond, pamphlétaire à qui l'historien Gérard Noiriel l'a comparé de manière extrêmement antisémite, précise.
et qu'il fait aujourd'hui sur l'islam et sur nos compatriotes musulmans le travail qu'ont fait ces intellectuels terribles à la fin du 19e siècle sur la communauté israélite. C'est quelque chose à prendre de très, très grave, à prendre très au sérieux. Et à combattre, puisque c'est pas votre campagne. Vigoureusement. Et donc il ne faut pas dire oui, il a raison sur le constat, il a raison sur ceci, il a raison sur rien du tout. Et son projet, c'est une France homogène, rêvée, fantasmée, qui n'a jamais existé. D'ailleurs, Édouard Drummond, à la fin du 19e siècle, se plaignait déjà que la France, c'est plus ce que c'était, qu'avec tous ces juifs partout, on n'est plus chez nous, qu'il faut récupérer les commandes du pays, qu'on est en plein déclin. Donc c'est quand même une vieille et longue tradition qui a toujours été démentie par les faits et par l'histoire. Et par ailleurs, je pense que c'est également quelque chose qui vient briser l'identité française que moi j'aime, c'est-à-dire l'identité de la Révolution française, le moment où on a donné des droits aux citoyens, et où on a institué des libertés et on a institué un état de droit. Oui. Et je pense qu'une des propositions les plus terribles de Zemmour, qu'on cite trop peu, c'est celle d'abolir, alors abolir on ne sait pas trop, mais enfin en tout cas de passer outre le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice de l'Union européenne, c'est-à-dire les garants des libertés, des droits des individus, et de dire cette fois la majorité a les mains libres pour opprimer les minorités, si elle le souhaite. C'est exactement ça. On a vu votre article, puisque vous faites un travail hebdomadaire dans les Échos, et c'était un papier justement sur le jacobinisme, ce pays finalement très centralisateur. J'aimerais qu'on vous entende, parce que vous avez fait un discours, j'allais dire votre premier discours, c'était impressionnant, j'imagine d'ailleurs, devant 800 personnes, si je ne m'abuse, au Théâtre des Variétés, en novembre dernier, il y a quelques jours. Premier discours de candidat qui développait, qui présentait Simple. Rappelons que Simple, vous l'avez dit, c'est aussi le travail, le fruit d'un tour de France pour faire remonter tout ce que vous avez pu recueillir avec le co-auteur d'un livre qui a fait naître donc ce mouvement, qui est un mouvement politique, qui est structuré comme un mouvement politique. Oui, c'est un parti politique. Un parti politique. Donc un parti politique, ça a vocation à présenter des candidats. À quelle élection et quand, ça va dépendre de la dynamique qu'on peut enclencher. Hélas, l'élection présidentielle est matricielle dans notre pays. En tant que libéral, c'est pas une élection que je porte dans mon cœur. Je trouve que ce plébiscite pour un homme, cette relation spéciale entre un homme et un peuple, est quelque chose qui, au fond, est un peu enfantin, un peu immature et qui... un peu monarchique aussi, certains le disent. Voilà, et qui pose qui n'est pas très démocratique. Et d'ailleurs, je rappelle que la France a vécu quand même presque un siècle en régime parlementaire et que c'était la belle époque, qu'on s'en portait plutôt bien. Donc, mais aujourd'hui, il faut reconnaître les faits. Cette élection présidentielle, c'est elle qui entraîne l'ensemble du monde médiatique et politique. Et donc, si on veut faire peser ses idées, il faut trouver le moyen de s'y raccrocher d'une manière ou d'une autre. Et vous avez donc décidé de passer de la philo à l'arène politique. C'est, je crois, un papier de l'Express qui avait titré sur cette bascule. Vous restez toujours philosophe avec vos idées, mais vous avez décidé de rentrer dans l'agora et dans l'arène. Écoutez ce que vous disiez. Alors, c'est un court extrait parce que le discours est long. Vous êtes à la tribune, au pupitre, au Théâtre des Variétés. On va commenter ce qu'on va entendre. C'est très intéressant. Il faut comprendre contre qui on se bat. Et je pense qu'on se bat en grande partie contre nous-mêmes et contre notre propre modèle de société. Parce que notre modèle de société reste très ancré dans une tradition jacobine, verticale, centralisatrice. Et que proposer la simplification, c'est mettre en cause ce paradigme multiséculaire. Alors certains le font commencer à Clovis, d'autres à Henri IV, d'autres à Colbert, d'autres à Napoléon, d'autres à De Gaulle, j'en sais rien. Mais enfin, clairement, aujourd'hui, Tocqueville l'avait analysé, on vit dans cette société qui est très administrée parce qu'elle est très verticale et qu'elle croit au pouvoir vertical. Et je pense que ça se voit un peu dans tous les secteurs de la vie en société. On est à peu près le seul pays qui nomme les fonctionnaires des serviteurs de l'État. Ils en sont fiers, ils servent l'État, mais ils ne servent pas l'État, ils servent les citoyens. J'ai envie de reprendre le début, c'est vos références aux philosophes, mais les serviteurs de l'État, vous démontez cette expression, et c'était alors utilisé par tous les candidats de gauche et de droite. Nous avons besoin d'une fonction publique structurée et des serviteurs de l'État. Vous dites, non, ils ne servent pas l'État, c'est les citoyens qu'ils devraient servir. Et implicitement, vous dites qu'ils ne les servent pas, ou mal. Oui, mais justement, moi je ne suis pas du tout pour réduire, par exemple, les effectifs de la fonction publique. Mais je pense que les fonctionnaires eux-mêmes sont très malheureux de servir l'État. Eux, ils veulent servir les gens.
Et aujourd'hui, si leur métier perd leur sens, c'est parce qu'ils passent leur journée à remplir de la paperasse pour se justifier auprès de leurs supérieurs. Et ce principe d'autonomie que je défends, que ce soit pour les citoyens ou pour les entreprises, il s'applique aussi à la fonction publique. Et une des propositions que nous faisons dans ce manifeste, Simplifions-nous la vie, c'est de créer des maisons du citoyen, qui seraient des sortes de super maisons France Service, partout sur le territoire, avec des fonctionnaires, des agents publics, qui seraient là pour permettre aux gens non seulement pour faciliter leur démarche, mais pour valider aussi leurs initiatives, mais qui auraient, et c'est ça la grande différence par rapport au système actuel, un pouvoir décisionnaire, au plus petit échelon. Et donc c'est comme les entreprises qui essayent de donner de l'autonomie à leurs équipes. Ben là, c'est pareil, c'est le même principe. Vous dites l'administration, au lieu de libérer, au lieu de faciliter, vous l'évoquez à travers cette grande maison de l'administration, finalement, elle cadenasse, elle empêche la création d'énergie. Il y a quand même on va revenir ensuite sur votre programme très, très précis, parce qu'il y a aussi des mots et des propositions sur la fiscalité, on va en parler. Il y a quand même quelques présidents qui ont nommé des commissions pour simplifier. Alors, Éric Deligé, qui était un sénateur UMP, on a eu Thierry Mandon, qui a été secrétaire d'État en charge de la simplification. On a eu Lambert, qui a été ministre à l'époque, je crois, du budget et qui avait en charge la simplification. Et à chaque fois, ces hommes politiques, élus, ministres, se sont heurtés à un mur. Comment on fait concrètement? Parce qu'il faut 2 siècles pour détricoter un empilement, pour ne pas dire un maquis. Comment on fait? Comment on peut faire? Alors déjà, nous, notre constat, c'est que c'est le premier problème de la France et des Français, c'est la question de la complexité normative, c'est-à-dire administrative, mais qui peut aussi venir du secteur privé et qui reflète un rapport de pouvoir. Cette complexité, elle advient parce qu'on veut emprisonner les gens, au fond, dans une cage d'acier où, comme disait, pour reprendre l'expression de Max Weber, premier sociologue de la bureaucratie, où véritablement l'ensemble de votre vie est contrôlé, surveillé, et où on vous demande constamment, et on en a la belle illustration aujourd'hui avec le pass sanitaire, des attestations, des certificats, pour simplement vivre votre vie d'être humain. Et c'est vraiment un choix de civilisation, parce que si on continue dans cette voie, je pense qu'on sera une société qui refusera entièrement le risque, mais qui sera aussi une prison à ciel ouvert. Maintenant, comment on fait? Parce qu'effectivement, c'est un très vieux constat. Montaigne disait lui-même, il y a plus de lois en France que dans le reste du monde. Bon. On l'a fait une fois dans notre histoire. C'est sous le consulat avec Napoléon Bonaparte qui avait demandé à un certain nombre de juristes, dont Jean-Marie Étienne Portalis, dont nous faisons un peu notre héros, c'est pour ça que notre projet s'appelle Projet Portalis, non pas de supprimer les normes inutiles, parce que ça c'est ce qu'on fait depuis 50 ans et ça ne marche pas, et on n'y arrive pas, mais de garder les normes utiles. Ça n'a rien à voir comme démarche. Et donc il leur a demandé à ces gens-là, mais c'est même pas de dégraisser, c'est de réécrire la loi, c'est de réécrire les codes à droit constant, c'est-à-dire sur la base de ce qui existait, sans réinventer la roue, mais en réécrivant tout et en dégageant les grands principes fondamentaux. Donc ça veut dire en notant le reste. Vous devenez président de la République parce que c'est quand même une ambition que vous portez. Vous allez chercher des signatures, vous allez parler à des élus qui, évidemment, écouteront d'une oreille très attentive vos arguments. Vous faites quoi en arrivant? Vous créez des commissions par thématique, puisqu'on parlera du Code du travail, vous en parlez beaucoup. Et ces commissions seront chargées de réécrire et de restructurer finalement ce qui structure nos vies. Voilà, moi je pense que passer un certain nombre d'années dans un quinquennat à faire moins plutôt que plus, c'est ce qui serait de plus utile pour le pays et ça résoudrait énormément de problèmes. On peut parler de sécurité, on peut parler d'agriculture, on peut parler d'environnement, on peut parler de plein de choses, ça a des impacts sur l'ensemble des politiques publiques. Et donc effectivement, c'est une ambition qui est à la fois extrêmement radicale et assez modeste. Assez modeste parce que ça se fait à budget zéro, avec un peu de jus de cerveau. Exactement. Et en même temps très radicale parce que ça remet en cause tout notre édifice juridique. Et la méthode que nous proposons, qui est donc la méthode Portalis, c'est que cette volonté politique soit donnée au plus haut niveau. C'est bien pour ça qu'il faut passer par le système de l'élection présidentielle. Et que 2, effectivement, code par code, il y a à peu près 75 codes en France qui régissent notre vie en société. J'ai évoqué le code du travail, mais il y en a plein d'autres. Code par code, le code du travail est un bon exemple, puisqu'Antoine Lioncan et Robert Badinter, on avait extrait 61 principes qui faisaient 4 pages, qui étaient intelligibles et compréhensibles. Évidemment, c'était intelligent, mais plus personne s'en sert. Hein. Personne s'en sert parce que le reste est resté en vigueur. Donc du coup, ça a une valeur pédagogique ou illustrative. Mais nous, ce qu'on propose, c'est de faire cet exercice sur l'ensemble des codes, et après de dire, voilà, on garde que ça. On garde que les grands principes. Tout le reste, on enlève. Imaginez ce moment. Vous aurez, mettons, au bout de 2 ans de travail, avec des juristes, avec les parties prenantes dans les différents secteurs, vous aurez un livre qui fera environ 5000 principes, qui sera écrit en bon français, qu'on pourra donner à tous les foyers du pays. Oui, en bon français, oui. En disant, voilà la loi. Compréhensible, intelligible et donc protectrice.
et donc protectrice, parce que quelque chose que vous comprenez, vous pouvez vous en prévaloir. Et on parle du Code du travail. Mais aujourd'hui, un employé ou un ouvrier qui est maltraité par son employeur, il doit constamment passer par un intermédiaire pour être protégé. Il doit passer par le syndicat, le parti politique, le ou un juriste. avocat parfois. Voilà. Et à l'inverse, le juriste d'entreprise va trouver toutes sortes de ficelles pour l'entraîner là où il souhaite arriver. Il y a un débat de justice sociale. Quelque chose qui est très simple est aussi efficace et protecteur. Il y a un débat de justice sociale que vous soulevez à travers vos propositions, parce que vous dites finalement c'est toujours le plus faible, qui est peut-être le moins éduqué, le moins aguerri aux questions de droit, qui sera le plus sanctionné. Et puis vous évoquez à travers votre Tour de France cette phrase, là vous faites un Tour de France à cheval, vous posez votre cheval et vous allez vivre chez l'habitant. Et là c'est le moment de l'écoute intégrale, d'un moment d'échange, peut-être de rencontres incroyables d'ailleurs, que vous avez raconté dans ce livre. Il raconte son Tour de France à cheval. Et là, il y a des gens qui vous disent, les gens ne me parlaient jamais du gouvernement ou des élections, donc de la grande politique, on nous dit que les Français ne parlent que de ça. Vous dites non, mais tous les soirs, ils me parlaient de leurs problèmes avec la DRAC, donc c'est la direction des affaires culturelles, de la DREAL, direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, du PLUI, le plan d'urbanisme qui agace les maires, le formulaire CERFA, l'opérateur télécom, vraiment tous les soirs. Ça, c'est passionnant, parce que les candidats mainstream essaient de focaliser cette élection sur des grands sujets, mais vous dites, mais les Français, en fait, ne parlent pas de ça. Ça se croise. C'est à la fois un petit et un grand sujet. C'est un petit sujet parce que c'est un sujet de tous les jours et qu'à chaque fois, c'est tel article du Code rural, tel problème avec la police de l'eau, tel problème avec la DDT, tel problème... Enfin, chacun, je pense, en a son lot. Et dans le Tour de France que j'ai fait, alors là non plus à cheval, mais avec mes équipes pour structurer le mouvement, on a été reçus dans une trentaine de départements différents et à chaque fois, on faisait des réunions avec les maires, les associations. Donc vous notiez évidemment... Et on notait, et à chaque fois, c'est un peu comme les alcooliques anonymes, il y a 15 personnes autour de la table, il y en a un qui parle d'un problème avec telle administration ou avec d'ailleurs telle compagnie. Et chacun vide son sac. Chacun vide son sac et là, vous vous apercevez de l'ampleur du sujet et de toute l'énergie gâchée. Et c'est quelque chose qui est considéré à Paris, et je reviens à la question de la justice sociale, comme techno, comme un peu fastidieux, voire un peu poujadiste. Pourquoi ? Parce que depuis Paris, quelque part, la complexité, on s'en débrouille, parce qu'on a toujours un avocat fiscaliste ou un cabinet d'audit ou une société de conseil, enfin quelqu'un qui vient... le bon réseau, quoi. Qui vient le faire à votre place ou qui vous dit quoi faire. Et puis, par ailleurs, parce que parfois on en profite. Et combien de grandes entreprises ne poussent-elles pas leurs lobbyistes pour créer de la norme qui permet d'éliminer la concurrence ? Aujourd'hui, le petit artisan plombier chauffagiste n'arrive plus à suivre le rythme de production du formulaire CERFA. Et donc il est condamné à quoi ? Il est condamné à se faire embaucher. Ça, je l'avais vu en Mayenne, notamment, avec les représentants de cette profession. Il est obligé de prendre quelqu'un ? Mais non, il est obligé de se faire embaucher dans une grosse boîte qui, elle, a l'admin, le juridique, le secrétariat. Et quitte sa boîte. Et donc, vous voyez, ça a un effet économique de concentration qui est très fort et ça nous fait vivre dans un monde où, au fond, il y a des grandes entreprises qui sont ceinture et bretelles, qui arrivent à gérer toute cette complexité et où tout ce qui est un peu individuel, mais même d'un point de vue associatif, est complètement écrasé par ce mur normatif. Donc il faut une décision politique forte et il faut surtout que celui qui sera élu y croit. Est-ce qu'il y a des candidats, avant qu'on parle de vos propositions en matière de fiscalité, là aussi ce sont des propositions importantes, est-ce qu'il y a des candidats qui vous disent « Oui, vous avez raison, Gaspard Koenig, c'est une thématique que je n'évoque pas, mais qui me semble essentielle » Ou est-ce que pour l'instant on vous regarde comme ça un petit peu de haut en disant « Mais qu'est-ce que nous raconte Gaspard Koenig ?» Mais tous le disent depuis Pompidou. C'est ça. Chaque président de la République dit il faut simplifier parce que ça ne mange pas de pain. Et ça arrive toujours au bas de la pile. Quand on a fait tout le reste, qu'on a rajouté plein de couches de bureaucratie dans le pays, on dit ça. Ah oui, et puis par ailleurs... Et en plus, il faudra simplifier. Alors Giscard parlait de la marée blanche de la paperasse, Mitterrand parlait de la paperasse qui grignote, enfin chacun en a parlé, chacun a fait une commission. C'est une petite expression, ouais. Comme vous l'évoquiez, et aujourd'hui, tous les candidats vont sans doute dire que oui, il faut simplifier, on entend déjà cette petite musique qui se met en place, mais la question c'est quelle est la méthode que vous proposez et jusqu'où êtes-vous prêt à aller ? Nous, on considère que si on suit ce projet Portalis, on divise par 100 le nombre de normes en France. Donc non seulement on met fin à l'inflation normative, mais en fait on crée une société nouvelle où on fait beaucoup plus confiance à l'acteur de terrain, on compromet entre les parties,
pour trouver leur propre arrangement adapté à leur environnement avec une forme d'équité qui est supérieure au fond à l'égalité qui vient du haut. Mais c'est une société complètement différente. C'est une société où on fait confiance à l'autonomie locale. C'est une société où les régions, les collectivités reprennent une existence propre. C'est une société où les établissements scolaires vont décider de leur propre mode de fonctionnement. C'est une société où les voisins, quand ils ont une querelle, vont aller devant des médiateurs pour régler leurs questions de haies, d'aboiement de chiens, ce qui commence à se faire d'ailleurs, et c'est heureux. C'est une société où ce principe de confiance se généralise, alors qu'aujourd'hui, depuis de Perfit à Cahuc et Algan, on sait qu'on vit dans une société de défiance, et pour moi, c'est le problème numéro 1 plus que jamais en ce moment de ce pays. Voilà. Avant de nous quitter, parce que je veux qu'on parle fiscalité, là vous avez des propositions concrètes sur des baisses d'impôts, sur l'idée que à la fois les entreprises sont très taxées, mais en même temps très aidées. Ça, c'est un sujet fondamental aussi. C'est quoi? Il y a une main invisible de la norme, parce qu'il y a à la fois la norme administrative, vous l'évoquiez, c'est-à-dire qu'on vote des lois à l'Assemblée, on fait des décrets qui chaque jour viennent en pousser un autre, viennent parfois les contredire, et puis je découvre quand même que l'entreprise privée génère sa propre bureaucratie. Complètement. David Graeber, le grand anthropologue de la bureaucratisation, dit bien que ce phénomène concerne à la fois le secteur public et l'entreprise privée, qui a les mêmes logiques, qui produit de la norme pour se protéger. Et aujourd'hui, vous voyez, on a la nouvelle vague du Covid qui arrive, et on voit que les entreprises sont encore plus précautionneuses que l'État et commencent déjà à mettre en place toutes sortes de protocoles sans même qu'on le leur demande. Mais simplement, cette logique de simplicité, elle peut se décliner à l'ensemble du champ social. Et si on parle de l'entreprise, donc ce qu'on dit par exemple, c'est qu'il faudrait, alors c'est très simple, alors ce qui est simple paraît un peu fou, mais au moins ça a le mérite de la faisabilité, parce que ça ne coûte rien, c'est de supprimer 50 milliards d'aides d'un côté, parce que les entreprises sont incroyablement aidées en France, et 50 milliards d'impôts de l'autre. Alors on fait des propositions de détail, quelles aides, quels impôts. Mais vous voyez, et c'est la même logique pour l'individu sur le revenu universel. Vous simplifiez considérablement les allocations d'un côté, avec la mise en place d'un crédit d'impôt universel, et vous simplifiez considérablement la fiscalité de l'autre côté, avec une taxe à peu près proportionnelle sur l'ensemble des revenus. Vous réduisez les 200 impôts de production d'un côté, on est d'accord. Vous baissez l'impôt sur les sociétés à 20%, ça c'est votre proposition, mais en même temps vous libérez de l'autre côté les entreprises des 660 aides. Donc là on repart une nouvelle fois dans le maquis fiscal. On était parti tout à l'heure sur les codes, et il y a le fameux maquis fiscal avec les aides, on ne sait pas trop d'où elles viennent, comment on y accède. Et là encore une fois, il n'y a que les grandes entreprises qui ont le fléchage qui accèdent. Toujours. Mais c'est un phénomène de contrôle, mais c'est la même chose pour les collectivités locales, à qui on donne des compétences, mais qui doivent constamment aller demander à l'État des sous, de péréquation, de dotation, de subventions. C'est pareil pour l'individu, à qui on promet plein d'aides, mais qui doit remplir des dossiers déments pour avoir accès ne serait-ce qu'au minimum vital, c'est-à-dire le RSA. Aujourd'hui, entre un tiers et deux tiers n'y parviennent pas, parce que c'est administrativement trop compliqué. Et donc, tout le monde, en fait, entreprise, collectivité, individu, tout le monde est dans la même situation, très aidé, mais en même temps pieds et poings liés, dans un système extrêmement paternaliste qui vous dit toujours quoi faire, qui vous incite à faire telle ou telle chose, qui au fond vous balade et vous perd dans un labyrinthe dont ces concepteurs eux-mêmes considèrent qu'ils n'arrivent plus à le maîtriser. Et donc, moi, ce que je propose, c'est simplement à structure constante de ramener tout ça à l'essentiel. Le droit ne baisse pas. Enfin, je veux dire, la qualité du droit ne baisse pas. Exactement. Au profit des citoyens. Exactement. C'est de ramener ça à un univers où, parce que c'est simple, on est beaucoup plus libre et beaucoup plus autonome sans être lâché dans la nature. 2225 dispositifs territoriaux, enfin, c'est vos chiffres, c'est complètement incroyable. C'est-à-dire, en fait, personne ne sait comment on va chercher, où c'est, ça existe, ça a dû être fait. Parfois, on n'utilise même pas ces dispositifs. Je suis allé vérifier. Certains, ils existent, mais on ne sait même pas qu'ils existent. Comment vous regardez, j'allais dire, la campagne qui s'engage pour vous? Parce que, encore une fois, par ce choix d'être légèrement décentré des grands sujets mainstream, est-ce que vous vous dites, après tout, oui, les maires ruraux, les maires des petites communes, ceux qui ont bien du mal à embaucher un employé municipal parce qu'ils ne l'ont pas, est-ce qu'ils ne vont pas être sensibles à ça et vous dire, tiens, on vous donne les 500 signatures? Parce que c'est intéressant. Nous, en tout cas, on a commencé notre campagne exactement en sens inverse, c'est-à-dire qu'on a fait 4 à 5 mois de terrain en refusant tout média national. Oui, on ne vous a pas vu, c'est vrai. En octobre. C'est vrai. J'ai fait énormément de presse locale, parce que la presse locale comprend tout de suite le sujet. Donc, on a eu des pleines pages dans Ouest France, le Dauphiné libéré, Télégramme de Brest et autres. Et maintenant, évidemment, on passe au niveau national, mais avec un thème qui, je pense, est un thème de préoccupation absolument central dans la vie quotidienne des gens. Évident. Même si les sondeurs ne posent pas la question de cette manière, quand on les fréquente et qu'on les écoute sans biais, c'est ça qu'ils vous disent.
mais qu'ensuite, à travers ce thème, qui est un thème très concret, donc très palpable, très compréhensible par tout le monde, eh bien, on touche l'ensemble de l'organisation de notre vie sociale, et on peut faire, tout en se reconnaissant dans le vaste espace politique central, disons, des propositions extrêmement radicales. On n'est pas obligé d'être centriste et mou. Et concrète. Quand même, pour la DREAL, pour la DRAC, tous ces gens-là, toutes ces institutions, quand on connaît un petit peu la vie des préfectures ou de ces institutions, elles sont composées de centaines de collaborateurs qui sont tous dévoués, qui croient beaucoup à ce qu'ils font. Est-ce qu'il y a comme ça une forme d'inertie à l'intérieur même de ces services, de gens qui, après tout, disent « moi, je l'ai fait, je colporte, et finalement, ça n'avance pas, ça patauge, quoi. » Et vous savez, j'ai reçu, par exemple, des mails de gens de la DREAL qui me disent « mais vous avez complètement raison. Produire une norme, c'est toujours un constat d'échec. Et on n'est pas heureux de faire ça. » J'ai reçu des mails des gens qui sont dans le système hospitalier, dans le système éducatif, qui nous disent tous la même chose. Donc, c'est avec la fonction publique qu'il faut faire ce genre de réforme. C'est évidemment pas avec contre eux, elle. donc. C'est évidemment pas contre elle. L'administration française reste légitimiste, compétente, non corrompue, capable donc de se réformer. Profitons-en. Parce qu'aujourd'hui, au sommet de la hiérarchie, au Conseil d'État, on vous dit quoi ? On vous dit la même chose. Le Conseil d'État fait un rapport tous les 5 ans disant l'inflation normative est soutenable. Ouais. Ça met Sans compter les présidents de l'Assemblée, je pense à Jean-Louis Debré qui hurlait contre l'inflation normative. Voilà, ça met en cause l'état de droit, etc. Bon, ça continue et année après année, ils disent. C'est vrai. Alors maintenant, ils en sont réduits à faire une sorte d'observatoire de l'inflation normative pour le Donc chiffrer. on observe. Effectivement, ça continue à augmenter. Bon. Les fonctionnaires de terrain, les profs, les policiers, les gens du système hospitalier, ils vous disent exactement la même chose. Toutes les émissions sur la crise de l'hôpital, c'est on n'en peut plus de remplir la paperasse. C'est exactement ça. Considérer qu'il y ait des différences de statut entre infirmiers, assistants, médecins, machin. On voudrait quelque chose de plus souple, de plus flexible, de plus décentralisé. Et la grande machine administrative elle-même, il y avait eu un article très intéressant il y a 1 mois et demi dans Le Monde, une grande enquête qui montrait que les fonctionnaires étaient en crise morale parce que leur métier perdait du sens. Leur sens, c'est de rendre service aux gens sur le terrain. C'est pas de servir justement cette mystérieuse entité qui serait l'État. Une sorte de main invisible comme ça qui déciderait de tout. Et donc encore une fois, moi je propose pas de réduire le nombre de fonctionnaires, je propose de redonner du sens à leur fonction parce que c'est pas étonnant si David Graeber qui parle de bureaucratisation est aussi celui qui parle de bullshit jobs. Et vous n'êtes pas heureux quand vous faites un bullshit job. Certains sont dans les bullshit jobs. Et en fait, le bullshit job, c'est la paperasse. C'est ça. C'est mettre en place des grilles inapplicables et avoir en face qui remontent à l'étage du dessus que personne ne lit. Et avoir en face de vous des gens désemparés qui disent mais moi je rentre pas dans la case, je me mets où ? Et être obligé de leur dire on ne sait pas trop, on est désolé, c'est le système, c'est comme ça. C'est-à-dire ça rend personne heureux ce genre de choses. Kafka. Voilà. Et donc, redonner du sens à tout ça, redonner du sens à ces métiers, c'est aussi au cœur du projet de Simple. Je voulais pas qu'on oublie, parce que je ne l'ai pas présenté au début, simplifions-nous la vie. Ça, c'est la matrice, c'est la réflexion, c'est cette espèce de tour de France que vous avez fait, des cahiers de doléances de la bureaucratie parfois un peu lamentable, à l'Observatoire, édition de l'Observatoire que vous avez coécrit avec Nicolas Gardère, qui est un peu votre base programmatique. Et puis, si j'ai bien compris, vous allez commencer à déployer vos ailes, après avoir fait ce tour de France, pour présenter au niveau national et peut-être vous affronter à des challengers qui vont vous challenger, c'est le cas de le dire, sur vos idées, bien entendu. Puis je voulais, avant qu'on se quitte, regarder les quelques livres que vous avez écrits, parce que ce livre sur le Tour de France à cheval, je voulais qu'on le voit. Alors, Simplifiez-nous la vie. Il y a Notre vagabond de liberté, j'adore ce titre, et L'enfer, toujours à l'Observatoire, mais Vagabond de liberté, c'est ce grand voyage à cheval qui vous a pris combien, 2 ans ? Alors 2 ans en tout, mais 5 mois de voyage lui-même. Et le titre, s'il est si joli, c'est parce qu'il est emprunté à Montaigne. C'est ça. Et je ne l'ai pas dit parce que ce n'était pas le sujet, mais vous avez été aussi pris dans un blockbuster américain parce que vous ressemblez à Ted Kennedy, il faut quand même le préciser. Ça peut vous aider dans la campagne présidentielle. Ben oui, ça peut servir, c'est très important. Merci Gaspard Koenig, Génération Libre. Et aujourd'hui, donc, votre parti politique Simple. Vieplussimple.fr. Voilà, et vieplussimple.fr avec évidemment la possibilité pour les maires, parce que ça sera aussi l'intérêt pour vous d'avoir ces 500 signatures. Vous êtes sur le terrain avec vos équipes. Merci de nous avoir rendu visite. Merci pour votre première visite dans Smart Job. La fin de notre programme, c'est Fenêtre sur l'emploi, c'est tout de suite. C'est l'intérim 100% digital. On en parle. GoJob, c'est la première et l'unique plateforme 100% digitale, la première agence d'intérim en Europe et a formé 100% de leurs travailleurs. On en parle avec Sylvain Ferrière, le directeur général de GoJob. Bonjour Sylvain. Bonjour.
Juste un petit mot sur GoJob et on parlera de la formation, notamment des salariés qui étaient parfois éloignés depuis très longtemps de l'emploi. En quelques mots, GoJob, ça fonctionne comment ? Alors GoJob, c'est une plateforme d'intérim digital, comme vous l'avez dit. Notre objectif, c'est de permettre l'accès à l'emploi à tous, sans discrimination. En 2021, c'est 25 000 personnes qui ont travaillé grâce à GoJob, dont 43% étaient des jeunes de moins de 25 ans, sans emploi ni formation. D'accord ? Donc on est principalement focalisé sur les jeunes. Et les grands secteurs sur lesquels on travaille sont la logistique, avec des clients comme DHL, l'industrie, avec des clients comme Stellantis ou par exemple Veolia, et enfin la vente et les services avec Fnac Darty. Concrètement, Sylvain, ça marche comment ? Parce qu'on l'a compris, c'est aussi des secteurs qui sont des secteurs sous tension ou en tension pour le moins. Ces personnes sont éloignées de l'emploi, elles viennent chez vous. Comment vous allez les chercher, ces personnes ? Parce qu'on dit souvent qu'elles sont non seulement éloignées de l'emploi, mais elles ont du mal à revenir. D'accord. Ce que nous, on fait, c'est qu'on est une application, comme vous l'avez dit, digitale. Et aujourd'hui, on le voit, les jeunes, 98% des jeunes sont équipés de smartphones. Donc déjà, ce qui est important de savoir, c'est qu'énormément de gens sont équipés pour la recherche de l'emploi. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rend cette recherche de l'emploi facile pour les jeunes. Je vais vous donner, par exemple, l'exemple d'une jeune qui a trouvé un emploi avec nous en moins d'une demi-heure, qui s'appelle Léa, qui a 21 ans. Ce qu'elle a fait concrètement, c'est qu'elle a téléchargé l'application. Elle a ensuite répondu à quelques questions, comme par exemple sa disponibilité, les horaires auxquels elle peut travailler, les secteurs d'activité qui l'intéressent. Elle a pris une photo de son CV. Donc voilà, on essaie de rendre les choses faciles. Et ensuite, notre moteur d'intelligence artificielle a immédiatement proposé des missions pour elle, proches de chez elle, en fonction de ses compétences. On lui a ensuite envoyé des formations digitales, vous en avez fait référence, pour la préparer à son premier jour, pour justement qu'elle n'appréhende pas son premier jour. Et ensuite, elle allait travailler et on l'a appelée chaque semaine. Elle a un recruteur dédié, Milan, qui va l'appeler, vérifier que tout va bien et savoir si elle veut continuer dans ce secteur-là ou si elle veut se réorienter. Donc ce qui est important dans ce que vous nous dites aussi, c'est que ce n'est pas uniquement de l'algorithme et de l'intelligence artificielle, il y a de l'humain, il y a de l'accompagnement, il y a l'idée quand même de pouvoir suivre au plus près ceux qui viennent sur GoJob. Absolument, je pense que nous, notre vision, et on vient cette semaine de lancer un laboratoire d'intelligence artificielle, et le but c'est vraiment ça, c'est de se dire comment les outils et la technologie actuelle peut être au service des travailleurs. C'est vraiment ça le cœur de ce qu'on essaye de faire, mais toujours au service de l'humain, toujours pour permettre à Léa d'avoir les outils dont elle a besoin pour aller travailler le premier jour, et ensuite, si elle le souhaite, pour continuer dans ce secteur-là ou pour pouvoir progresser. Donc c'est vraiment ça notre vision de la technologie. Quelques mots, Sylvain Ferrière, c'est important parce que vous expliquez dans votre punchline que vous êtes la première agence intérim en Europe à former 100% de leurs travailleurs. Comment ça se passe la formation ? J'imagine là aussi que la formation est affinée en fonction des besoins de la personne qui s'est inscrite et puis qu'elle est j'imagine, en distanciel. Donc comment ça marche ? Expliquez-nous. C'est ça qui est fantastique avec le digital, c'est-à-dire que historiquement, la formation se faisait en salle avec un formateur. Du coup, vous étiez limité par rapport à la vitesse à laquelle vous pouviez mettre en place des formations. Nous, aujourd'hui, on a digitalisé les formations et donc, selon votre expérience, selon si vous avez déjà travaillé dans un secteur, on peut vous envoyer directement dans l'application les modules de formation dont vous avez besoin pour être prêt pour aller travailler demain. Donc, c'est vraiment ça qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a centralisé tous les besoins de formation de nos clients et on les propose juste ceux dont a besoin la personne pour aller travailler demain. Quelques mots, parce que vous avez une vue aussi du marché, on a bien compris les secteurs d'activité dans lesquels vous interveniez, dans lesquels il y avait aussi besoin de salariés, de collaborateurs. Quel est l'état du marché ? Comment ça se passe là en ce moment ? Pour nous, le marché se porte bien, et en plus, par le fait qu'on travaille via le digital, nous, on n'a vraiment pas été affectés directement par la crise. Nous, on voit que les secteurs de la logistique continuent à croître. Ils ont cru toute l'année dernière avec la crise et ils continuent à croître. Et on voit qu'en cette fin d'année, les secteurs de la vente et de la distribution, donc je vais vous citer Fnac Darty, continuent à croître. Donc ça reste deux secteurs à la fois intéressants pour les jeunes parce que c'est des métiers de première qualification et qui sont en croissance et donc où il y a des jobs.
On est bien d'accord, hein, Sylvain, l'intérim, c'est donner une durée particulière proposée aux collaborateurs qui peut parfois déboucher sur quoi? Sur un CDD, sur un CDI? C'est ça l'intérêt? Vous évoquiez ces premiers postes qui sont parfois une mise, un pied à l'étrier. C'est ça l'objectif après? Alors, ce qui est intéressant, c'est que chaque année, on mène des enquêtes auprès de à peu près 20 000 de nos go-jobbers, qui sont nos travailleurs. Et ce qu'on voit, c'est qu'en gros, 2/3 sont intéressés par l'intérim et rester dans l'intérim parce que ça leur donne l'opportunité d'essayer différents métiers. Ça leur permet, par exemple, d'essayer la vente, mais aussi d'essayer la logistique. Et ce qui est intéressant pour des personnes qui sont en début de carrière. Et en effet, il y en a d'autres qui souhaitent se réorienter. Et là, il y a plusieurs choses qui se font. Soit certains rentrent dans des CDD ou des CDI comme vous l'avez fait. Mais nous aussi, on a une vision un petit peu, entre guillemets, je vais appeler ça moderne de l'intérim, dans le sens où aujourd'hui, quand vous terminez votre mission, notre moteur d'intelligence artificielle, sachant ce que vous souhaitez faire, peut vous proposer une autre mission sur votre bassin d'emploi, peut vous proposer une formation pour vous permettre soit de vous développer sur ce métier-là, soit d'aller vers d'autres métiers, ou peut aussi vous proposer, par exemple, de passer le permis pour augmenter votre employabilité. Donc maintenant, aujourd'hui, ce qu'on est en train de recréer, finalement, c'est une stabilité au sein de l'intérim pour vous permettre de vous développer sur ce secteur-là, si c'est ce que vous souhaitez. Un dernier mot, Sylvain Ferrière, avant de nous quitter. Il nous reste quelques minutes, 1 minute 30 pour être précis. L'avenir de GoJob, c'est quoi? GoJob, c'est quoi pour vous, là, la prospective? Alors, il y a deux choses. Je pense qu'à la fois en termes d'innovation, et j'en parlais juste avant, notre but, c'est vraiment de pouvoir accompagner les go-jobbers, donc les travailleurs, dans leur carrière et les aider sur tous les différents leviers pour leur permettre de se développer. Et ça, pour l'école bleue, aujourd'hui, c'est très peu développé. Donc, pour nous, c'est vraiment une grosse opportunité. Et l'autre développement, c'est, comme on le disait, développement en Europe et développement aux États-Unis. Parce que ce qu'on voit, c'est que les mêmes problématiques qu'on a en France, en particulier pour les jeunes, c'est la même chose qu'on a en Angleterre, aux États-Unis. Et donc, on voit que ces outils qu'on a développés pour la France sont applicables partout. Merci Sylvain Ferrière. Compte tenu que les chiffres de l'emploi aux États-Unis ne sont pas bons, en tout cas ce mois de novembre n'ont pas été bons. Je crois que c'est 231 000 créations d'emplois nets et on en prévoyait 400 000, un peu plus de 400 000. Donc la suite de GoJob, c'est le développement en Europe et aux États-Unis. Merci Sylvain Ferrière de nous avoir accompagnés pour terminer cette émission dans Fenêtre sur l'emploi pour nous parler bien de l'intérim 100% digital et de la formation d'ailleurs de vos candidats. Voilà, c'est la fin de notre émission. J'étais ravi de partager ce moment avec vous, évidemment. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Merci à Hector à la réalisation. Merci à Héloïse pour le son. Merci à Fanny Griesmer et Margot Ruot qui m'accompagnent chaque jour dans cette émission. Et c'est un vrai plaisir. Je serai là demain. Bye bye.